Bien, bonjour. Je vous invite à prendre place. On va reprendre nos travaux du jour. Alors, très traditionnellement, la deuxième journée du colloque est consacrée au pénal. Et donc, nous avons programmé de faire, au cours de cette matinée, un bilan du CJPM, puisqu'il est en œuvre depuis près de 9 mois. Nous devions accueillir ce matin Madame Charlotte Cobel, mais l'actualité juridique et l'actualité électorale plutôt fait que elle est appelée à d'autres fonctions, comme vous le savez, puisqu'elle a été nommée secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Ce seront donc Madame Anne Coquet et Madame Magali Berlin qui interviendront ce matin avant la table ronde. Donc Madame Coquet est sous-directrice des missions de protection judiciaire et d'éducation auprès de la PJJ, et Madame Magali Berlin est chargée de mission CJPM auprès de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, je leur laisse donc la parole. Voilà, merci pour votre intervention et votre présence. Merci Gisèle. Donc effectivement, ce qui avait été prévu au départ, c'était une double intervention de la direction de la PJJ. Donc aujourd'hui, nous avions prévu donc cette intervention sur la mise en œuvre du CJPM, et Charlotte Cobel devait intervenir hier sur tous les aspects et pour montrer la place de la PJJ, pas uniquement sur le pénal, mais aussi sur la stratégie de protection de l'enfance. Donc effectivement, ça n'a pas été possible en sa nouvelle qualité de secrétaire d'État à l'enfance compte tenu de la période de réserve électorale, mais je serai évidemment prête et ravie de répondre à toutes vos questions plus larges que sur le CJPM dans le cadre de nos échanges, si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, notre intervention avec Magali Berlin, qui est donc la chargée de mission CJPM et qui a été dès l'origine présente à la direction de la PJJ au moment de l'élaboration de la réforme. Nous sommes donc venus pour faire un premier bilan de la mise en œuvre du CJPM sur la base donc des retours que nous avons. C'est très modestement que nous nous adressons à vous parce que nous avons élaboré cette réforme, accompagné cette réforme. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à l'évaluer, mais évidemment, nous ne l'avons pas pratiquée comme vous. Donc, c'est vraiment un point de vue de l'administration centrale, avec évidemment toutes les réserves de ceux qui ne l'ont pas pratiquée, mais ça nous laisse aussi une certaine virginité pour tenir les objectifs de cette réforme et les grands principes qui ont conduit à sa mise en œuvre et auxquels nous sommes attachés. Et nous veillons avec l'ensemble des directions, mais c'est la direction de la PJJ bien sûr qui pilote la mise en œuvre et l'évaluation de cette réforme, à garder toujours en ligne de mire ces objectifs, et en particulier la place de l'éducatif qui est au centre de cette réforme et des objectifs qui ont été fixés. Donc c'est un premier bilan qui repose à la fois sur des indicateurs statistiques que nous avons élaborés. Donc il y en a beaucoup, il y en a à plusieurs niveaux. Il y en a un niveau politique par rapport aux objectifs de la réforme qui tiennent bien sûr au délai, mais aussi au délai donc d'audiencement, à la place des victimes, au nombre de mesures éducatives qui sont mises en œuvre, à la nouvelle mesure éducative judiciaire, donc des indicateurs politiques, des indicateurs davantage de pilotage pour à la fois les juridictions et les services de la PJJ. Qui sont issus donc soit de Pharos pour les juridictions, soit de Parcours pour les services de la PJJ. Donc ça, c'est le volet statistique, mais nous nous basons pas uniquement sur ces indicateurs statistiques, mais bien sûr aussi sur tous les retours des praticiens auxquels nous sommes attachés. C'est vraiment une démarche dans laquelle la direction de la PJJ c'est ancré depuis le départ, depuis le démarrage de la réforme, et évidemment auquel l'Association française des magistrats de la jeunesse a été associée, et que nous poursuivons au stade de la mise en œuvre et de l'évaluation. Donc nous avons un groupe miroir qui reprend celui qui existait auparavant, qui avait été
mis en place notamment au moment de l'élaboration des outils d'accompagnement. Donc on a renouvelé en partie ce groupe miroir, et il comprend à la fois des magistrats, des avocats, des professionnels de la PJJ, des fonctionnaires de greffe. Donc c'est pour nous un moyen d'avoir un regard de terrain sur la mise en œuvre de la réforme. Et nous avons aussi plusieurs groupes de travail, des magistrats coordonnateurs, avec 14 magistrats coordonnateurs avec lesquels nous abordons très régulièrement la mise en œuvre du CJPM. Et tout dernièrement, ça c'est une nouveauté cette année, un groupe de travail des magistrats des parquets des mineurs qui a été mis en place avec la direction des affaires criminelles et des grâces, et qui nous permet aussi d'avoir le regard des magistrats du parquet. Et nous prévoirons bientôt de confronter ces retours et de mettre en commun les points de vue, de façon à pouvoir encore une fois avoir ce regard sur la mise en œuvre du CJPM. Nous avons aussi une foire aux questions qui est très active. On s'efforce en tout cas de répondre dans les meilleurs délais. Parfois, il y a un petit peu de temps d'attente parce qu'on n'est pas les seuls à devoir répondre, et on doit confronter nos analyses avec celles de la DACG notamment. Mais on s'efforce en tout cas de répondre dans les délais. Et cette foire aux questions nous permet vraiment d'avoir une visibilité sur les questions qui se posent. On suit aussi le forum enfant, et voilà. Donc on fait en sorte en tout cas de pouvoir à la fois avoir ces retours et de pouvoir apporter une aide opérationnelle. On a également repris des déplacements dans les juridictions qui avaient été un petit peu interrompus au mois de janvier avec la reprise de la crise sanitaire, et donc nous avons fait plusieurs déplacements dans des juridictions, alors pas nécessairement lorsqu'il y avait des difficultés. Nous avons choisi les lieux de déplacement en fonction principalement des tailles de juridiction et des ressorts géographiques pour se déplacer un petit peu dans plusieurs endroits. Et là aussi, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne visibilité de ce qui se passe, des questions qui se posent, et le cas échéant de pouvoir réajuster les orientations. Donc ça, c'est en cours, et donc certains d'entre vous pourront être amenés à nous rencontrer à cette occasion. Dernier élément, nous avons, vous le savez sans doute, nous bénéficions de l'accompagnement de l'Inspection générale de la justice, qui conduit une mission d'appui pour le CJPM. Donc on a eu 3 phases. La première au moment de l'élaboration de la réforme, la deuxième au moment de la préparation de l'entrée en vigueur, et notamment de l'apurement des stocks. Et aujourd'hui, c'est la 3e saison de l'IGJ qui est consacrée à l'évaluation de la réforme et à nous accompagner pour élaborer une méthodologie d'évaluation et des thématiques qui seront produites au Parlement, puisque vous le savez que nous devons produire un rapport d'évaluation à 2 ans de la mise en œuvre du CJPM. Ça a été voté donc au moment de l'adoption du CJPM. Et donc, nous préparons cette évaluation, donc sur la base de tous les éléments que je viens de vous indiquer, des indicateurs, des retours des professionnels, et aussi en bénéficiant donc de l'aide méthodologique de l'inspection. Et nous avons prévu de produire également une étude sur la mesure éducative judiciaire qui figurera en annexe de ce rapport d'évaluation, et qui, pour nous, a un sens très important de voir qu'est-ce qu'a apporté cette nouvelle mesure judiciaire éducative unique dans la réforme, puisque c'est une réforme de procédure, mais aussi une réforme de l'action éducative. Donc c'est ce qu'on cherche en tout cas à évaluer. Et encore une fois, l'évaluation, c'est pas uniquement pour produire des rapports, mais avant tout pour réajuster ce qui est nécessaire et éviter que
des dévoiements ou de la procédure ou de la mise en œuvre soient constatés, et en tout cas répondre aux difficultés qui apparaissent. C'est d'ailleurs ainsi que c'est formulé dans le texte qui nous confie cette mission. Donc voilà pour quelques mots d'introduction. Je vais d'abord intervenir sur la mise en œuvre de la réforme au regard des grands principes qui ont été introduits dans le CJPM et qui reprennent ceux de l'ordonnance de 45. Et Magali Berlin interviendra ensuite pour faire un petit focus sur l'évolution de la détention par rapport à la mise en œuvre du CJPM, et ensuite sur la prise en charge éducative en tant que telle et les défis qui s'ouvrent à nous. Donc globalement, ce qu'on peut dire, alors encore une fois, ce que je vais vous présenter, c'est une moyenne nationale. Donc évidemment, chaque juridiction vit la réforme différemment, et pour être dans ce tribunal judiciaire de Paris et pour avoir des liens très fréquents avec la présidente du tribunal pour enfants, nous savons qu'il y a une particularité de la mise en œuvre par rapport à la taille de la juridiction, qu'il y a peut-être certaines tailles critiques qui font que la mise en œuvre évidemment n'est pas la même à Paris que dans les autres, et dans les juridictions du groupe 1 que dans d'autres juridictions. Mais pour autant, il est important aussi de se situer par rapport à ces moyennes nationales et à ce qui est constaté à ce niveau-là. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que à ce jour, la mise en œuvre, elle est conforme aux orientations, aux grands principes qu'on avait repris donc dans le CJPM et à ceux qu'on a repris dans la circulaire de présentation du code. Premier point, avant d'entrer dans le détail, sur l'apurement des stocks, globalement, la plupart des juridictions auront apuré les stocks de l'ordonnance de 45 à l'été 2022. Donc ça, c'est un point de satisfaction, de façon à pouvoir décharger, que les juridictions soient déchargées de cela. Donc, soit à l'été, soit à la fin de l'année 2022. En tout cas, on constate que les juridictions se sont saisies de l'absence d'audience de prononcer de la sanction jusqu'au printemps pour pouvoir continuer à apurer les stocks, et que la situation sera en tout cas maîtrisée. Deuxième point d'attention que nous avons, c'est que fait le parquet qui a une place tout à fait essentielle dans cette procédure de l'orientation des procédures. Donc nous avions rappelé dans la circulaire de présentation du 25 juin que le principe devait être celui de l'orientation devant le juge des enfants pour l'audience d'examen de culpabilité, et que la saisine du tribunal pour enfants devait être réservée aux affaires pour lesquelles un examen collégial était nécessaire de la culpabilité. Et ce principe est bien respecté de façon majoritaire, puisque dans presque 74% des cas, c'est le juge des enfants qui est majoritairement saisi aux fins d'audience sur la culpabilité. Et la saisine du TPE dans les procédures classiques ne représente que 20% des cas. Donc ça correspond tout à fait aux orientations que nous avions données. Beaucoup de juridictions nous disent qu'il y a quand même parfois des difficultés à statuer, puisque évidemment l'audience sur la culpabilité n'est pas une audience de mise en examen, et que parfois il est très compliqué de statuer sans le parquet, et qu'ils souhaitent en tout cas renvoyer à la collégialité pour les affaires complexes et les orienter devant les juges des enfants au vu de la lourdeur de cette audience, où on a les co-auteurs, les représentants légaux, les victimes, les services éducatifs, un besoin de la présence du parquet qui n'est quasiment jamais présent, et ça nos magistrats présents dans le groupe de travail parquet des mineurs nous ont bien dit qu'ils n'assistaient quasiment pas à l'audience de culpabilité en chambre du conseil. Donc dans ces conditions, il y a des renvois, mais à la demande des juges des enfants devant le tribunal pour enfants. Mais enfin, majoritairement, en tout cas, l'orientation, et c'était quand même une priorité pour nous, l'orientation, elle est correctement effectuée par le parquet à l'origine.
Alors, beaucoup d'échanges, évidemment, nous mobilisent sur la procédure dérogatoire de saisine du tribunal pour enfants aux fins d'audience unique, qui reste pour nous utilisée de manière exceptionnelle. Alors, encore une fois, ici, dans ce tribunal à Paris, on sait que cette procédure est beaucoup usitée, en particulier pour les mineurs non accompagnés, mais au niveau national, elle ne représente que 8% des convocations aux fins de jugement. Donc, on peut effectivement bien considérer, au vu de ce chiffre, que cela reste une procédure dérogatoire telle que décrite par le texte. À relever, 56% des saisines du tribunal pour enfants aux fins d'audience unique sont accompagnées de réquisitions de placement en détention provisoire. Donc ça, c'est un point d'attention, et Magali reviendra tout à l'heure sur le sujet de la détention provisoire dans le cadre du CJPM. Ce que nous constatons par ailleurs, c'est que depuis l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 6 avril, qui considère que le rapport de moins d'1 an n'a pas à être produit au moment du déferment, mais doit être présent au moment de l'audience. En tout cas, il ne conditionne pas au moment du déferment le recours à la procédure d'audience unique. D'après les retours qu'on a eus, les échanges encore une fois avec le groupe de travail magistrat du parquet des mineurs, nos déplacements en juridiction, on ne constate pas, en tout cas pour le moment, un changement de pratique des parquets depuis cette décision. Donc ça, c'est aussi un point qui nous paraît important de souligner. Et on n'a pas de recours accru, en tout cas, on suit l'évolution du recours à la procédure d'audience unique devant le TPE, et on n'a pas de recours accru à cette procédure, même si évidemment cet arrêt est encore récent pour le moment, et les échanges qu'on a eus sont plutôt rassurants sur ce point. La question qui est toujours pendante devant la Cour de cassation, c'est de savoir quel est le sort de la procédure si le rapport de moins d'1 an n'est pas versé au dossier au moment de l'audience de culpabilité. Et là, on est dans l'attente de la décision qui sera rendue, même si une orientation a déjà été donnée en ce qui concerne la production du rapport au moment du déferment. Sur les délais de jugement, là encore, on reste dans ce qui est prévu par la procédure, avec des délais de jugement qui sont respectés au niveau national. Au 30 avril, on avait un délai de 2 mois pour le délai entre la poursuite et l'audience de culpabilité, donc là aussi qui correspond donc à la procédure. Entre l'audience de culpa et l'audience de sanction, 6,7 mois, donc là également. Et le délai global de la procédure pour le moment, donc au 30 avril, entre la poursuite et l'audience de sanction, est de 7,6 mois. Voilà, donc 260 jours, qu'il s'agisse de poursuites en chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants. Donc pour l'instant, les délais sont respectés. Vous savez évidemment que c'est un indicateur important de la réforme. On a quand même des inquiétudes parce que lors de nos déplacements, on a à la fois des juridictions qui nous indiquent donc qui ne sont pas en capacité de respecter les délais et qui, dans certaines grosses juridictions, convoquent déjà en audience de culpabilité à des délais assez longs, d'une part, et d'autre part, à l'approche des vacations d'été, on a cette inquiétude qu'on avait déjà exprimée, puisque lorsque nous avions produit la deuxième note sur l'audiencement, nous avions bien indiqué qu'il y aurait une attention à avoir sur l'audiencement pendant les vacations, qu'on ne pourrait pas... Il faudrait vraiment faire attention à l'équilibre et qu'un allègement trop important de l'audiencement pendant la période estivale notamment, conduirait à aggraver la situation et surtout ne serait pas récupérable. Donc c'est vraiment l'inquiétude qu'on a, et en particulier dans certaines juridictions qu'on a pu rencontrer qui audiencent déjà à 5 à 7 mois en audience de culpabilité, avec un service allégé très important pendant l'été. On va être en difficulté pour pouvoir ensuite ramener aux délais qui sont prévus par les textes. Donc ça, c'est un point d'inquiétude important, et nous avons prévu d'en échanger avec les chefs de cour pour
essayer de trouver des solutions. En tout cas, c'est un sujet qui nous paraît, en tout cas à l'approche de l'été, important de souligner et de aussi pouvoir échanger avec vous sur les solutions qui pourraient être proposées pour pouvoir répondre à ces inquiétudes. Donc ça, c'était un point important. Alors, ce qu'on observe aussi au niveau des jugements rendus, on constate qu'un tiers des premières audiences sont transformées en audience unique sur décision du juge des enfants. Alors ça, on l'analyse aussi comme une crainte de ne pas pouvoir respecter les délais et de fait une conversion en audience unique à l'initiative du juge des enfants. Donc ça, c'est pas non plus ce qui était prévu au départ, puisque le principe, c'est quand même la procédure de mise à l'épreuve éducative. Mais c'est un constat que nous faisons. Alors, on serait attentif de voir si c'était dans la période transitoire où on avait une conjugaison des deux procédures ou si cette pratique se prolonge. Les retours qu'on a pu avoir des services de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est que ça a pu surprendre beaucoup les éducateurs qui avaient préparé le jeune dans le cadre des recueils de renseignements socio-éducatifs à ce qui est une première audience sur la culpabilité, pas de sanction immédiate, et où finalement leur parole n'était pas tenue au moment de l'audience. Et alors ça c'est le premier point, ils avaient été préparés pour une audience de culpa et ça se transforme en audience unique. Et d'autre part, ce que nous ont indiqué nos services, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de débat, alors que normalement dans les textes, il est prévu un débat quand on décide de faire une audience unique à l'initiative du juge des enfants. Et là, en fait, ça se fait de façon quasiment entendue. En tout cas, ça ne soulève pas un débat. Alors, les services de la PJJ ne sont pas toujours présents. Enfin, majoritairement, ils ne sont pas présents, d'ailleurs, en audience de culpa. Mais en tout cas, en principe, les représentants légaux, l'avocat doit être entendu sur ce point-là. Et donc, ils nous disent que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est aussi un point d'attention que nous avons sur ce recours quand même très important à la procédure d'audience unique, contrairement à la procédure de mise à l'épreuve éducative. En cabinet, pardon. Oui. Ça, c'est en cabinet. C'est également C'est les deux. Par contre, un tiers, je ne sais pas si c'est commun, c'est pour les deux, c'est les mêmes proportions. On va vérifier, mais effectivement, c'est un constat qui est... On a pu un peu affiner pour voir, par exemple, s'il s'agissait principalement de jeunes majeurs, par exemple Non, on n'a pas pu affiner, mais les retours qu'on a, c'est quand même qu'on a peur de ne pas ternir les délais, donc on préfère faire de l'audience unique, hein, c'est quand même ça. Pardon, ça peut être des mineurs pour lesquels les choses sont assez simples apparemment et qu'on pense que l'audience est suffisante. Oui. Enquêter sur une assistance éducative où la jeune s'estime suffisamment informée. Oui, alors effectivement, c'est utilisé pour des primo-délinquants ou des faits peu graves pour lesquels il n'y a pas effectivement besoin d'ouverture d'une mise à l'épreuve éducative, ou à l'inverse, pour des mineurs qui sont déjà bien connus, où on a beaucoup d'éléments. Voilà, ce qui nous inquiète, c'est plus la proportion. C'est pas tant les situations, voilà, que un tiers des audiences transformées en audience unique dès le départ. C'est, voilà, en tout cas... C'était la proportion qui était évaluée par l'IGJ dans la préparation de la réforme, hein, qui avait évalué qu'on serait sur 40% d'audience unique. C'est vraiment important que vous parliez dans les micros, en fait, parce que moi, j'ai pas ce que vous dites dans ma caméra. D'accord. Alors, je vais me rapprocher, parce que là, sinon, je suis... C'est pour les intervenants. Ah, les intervenants. Ah, d'accord. Sinon, je suis couchée sur le bureau. Oui, alors on poursuit, on prendra les questions à la fin si ça vous convient. Voilà. Alors, sur le plan des mesures prononcées, là aussi, on a une satisfaction, c'est de voir que le recours à la mesure éducative judiciaire provisoire
est important et qu'on reste, en tout cas sur le plan des chiffres, sur une proportion nettement plus importante de mesures éducatives judiciaires provisoires que de mesures de sûreté. Donc j'ai les chiffres bruts, j'ai pas les proportions, mais on est à 3494 MEJ prononcés entre janvier et mai 2022 contre 730 contrôles judiciaires et ARCE. Voilà, donc là aussi, on est sur une primauté de l'éducatif. Et par ailleurs, au moment du prononcé des peines en chambre du conseil, on a un tiers du prononcé total des peines et 23% des jugements sur la sanction et en une audience unique rendue en chambre du conseil, ce qui montre un recours quand même qui n'est pas négligeable au prononcé de peine en chambre du conseil, donc 23,4% des jugements. Je vais laisser la parole à Magali pour intervenir sur les deux autres sujets que nous voulions vous présenter et on réservera ensuite bien sûr un temps d'échange pour pouvoir revenir sur des points que je viens d'aborder. Alors, nous souhaitions aborder avec vous la question de l'évolution de l'incarcération des mineurs et parmi elles de la détention provisoire. Vous savez que c'était un des objectifs premiers très clairement affichés du Code de la justice pénale des mineurs que de réduire l'incarcération des mineurs qui avaient pu atteindre... alors c'était en 2020, mais un nombre de mineurs incarcérés vraiment très très important qui nous avait fortement alertés à l'époque. Et parmi le nombre de mineurs incarcérés, l'idée c'était aussi de pouvoir diminuer la proportion de mineurs en détention provisoire, puisque cette proportion avait pu atteindre jusqu'à 80%, voire plus de mineurs incarcérés qu'il était en détention provisoire. Donc l'idée, c'était de diminuer cette proportion. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, la mise en œuvre du CJPM, elle est encore récente, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que cet objectif, il est atteint. En termes de nombre de mineurs incarcérés, la baisse est sensible. Alors, je précise qu'elle avait commencé avant même l'entrée en vigueur du CJPM. Elle n'est pas uniquement liée à l'entrée en vigueur du CJPM, mais en tout cas, elle s'est poursuivie après l'entrée en vigueur du CJPM. Et entre octobre 2021, donc l'entrée en vigueur, et mars 2022, elle n'a pas cessé de diminuer. Donc le nombre de mineurs incarcérés, on était à 724 mineurs détenus au 1er octobre 2021. On est passé au mois suivant à 661, puis 618, puis 615, puis 612, donc le nombre le plus bas, au 1er mai 2022. Depuis le printemps, elle remonte un petit peu. Le nombre de mineurs incarcérés remonte, mais ne réatteint pas les mêmes niveaux que l'année précédente. Donc les derniers chiffres que je peux vous donner, c'est ceux du 10 juin 2022. Il y avait 683 mineurs écroués. Au 1er juin 2021, donc un an auparavant, ils étaient 794. Donc voilà, plus de 100 mineurs en moins qui sont incarcérés aujourd'hui. Et parmi ces mineurs incarcérés, la proportion de mineurs en détention provisoire, elle aussi diminue. À l'entrée en vigueur du CJPM, on était à 77% de mineurs en détention provisoire parmi les mineurs incarcérés. Aujourd'hui, on est à 66% de détention provisoire. Et cette proportion, elle est assez stable. Quel que soit le nombre de mineurs incarcérés, on reste aux alentours de 66%, donc plus de 10 points de moins qu'avant la mise en œuvre du CJPM. Et parmi les mineurs détenus, on assiste également à une diminution de la proportion de mineurs non accompagnés détenus. Ça pouvait être une crainte avec l'utilisation de la procédure de saisine du TPE aux fins d'audience unique, particulièrement à l'égard des MNA qu'on se retrouve avec beaucoup de MNA incarcérés. La proportion aujourd'hui, elle est de 16,4% de MNA qui sont incarcérés, donc c'est une proportion qui est évidemment pas négligeable, mais qui n'atteint pas les sommets qui avaient pu être craints à un moment et qui diminue, puisque en janvier, elle était à 22,3% et elle est aujourd'hui à 16,4%. Je peux vous présenter une étude qui a été réalisée par le pôle d'évaluation des politiques pénales de la direction des affaires criminelles et des grâces sur l'évolution de cette détention, enfin de l'incarcération des mineurs après la mise en œuvre du CJPM. Donc la DACG
a identifié 2 périodes. La période qui va de octobre 2021, donc l'entrée en vigueur du CJPM, jusqu'à mars 2022. Ça, c'est la période post-CJPM. Et ils ont comparé l'évolution de la détention par rapport à la même période l'année précédente, donc entre octobre 2020 et mars 2021. La première chose qu'on constate, c'est que dans la période avant CJPM, il y avait en moyenne tous les mois 210 mineurs qui étaient jugés après placement en détention provisoire. Ce chiffre, il a augmenté avec l'entrée en vigueur du CJPM, puisqu'aujourd'hui on est à 240 mineurs au lieu de 210 qui sont en moyenne jugés tous les mois après détention provisoire. Donc ce qui laisse penser que le nombre d'écrous malgré tout augmente. Mais pour autant, la durée de la détention provisoire a très fortement diminué du fait du raccourcissement des délais de procédure, du fait évidemment de l'encadrement de la durée de la détention provisoire qui est dans le cadre de la convocation fin de jugement qui est limitée à 1 mois. Ce qui fait que la structure des durées de détention provisoire en a été profondément affectée, puisque avant l'entrée en vigueur du CJPM, 23% des mineurs concernés étaient jugés après une période de détention provisoire de 30 jours ou moins. Donc parmi les mineurs jugés alors qu'ils étaient en détention provisoire, seulement 23%, donc un quart des mineurs, avaient connu une période de détention provisoire d'1 mois ou moins, alors qu'ils sont maintenant 50%. Donc 50% des mineurs jugés détenus ont connu une période de détention provisoire d'1 mois ou moins. Donc la durée de la détention provisoire, évidemment, a diminué. S'agissant de l'augmentation du nombre d'écrous, alors c'est vrai que c'est un point qui nous questionne, qui nous fait interroger la question de la spécialisation des JLD, qui a été créée avec le Code de la justice pénale des mineurs, dont on se rend compte aujourd'hui que la totalité des JLD ont reçu cette spécialisation, voire même dans beaucoup de juridictions, la totalité des vice-présidents de la juridiction qui a été spécialisée parce qu'ils interviennent comme JLD durant le week-end ou durant les vacations. Donc voilà, une spécialisation dont l'effectivité nous interroge. L'ENM travaille à la formation des JLD spécialisés et a mis en œuvre une intervention sur le CJPM dans le cadre du changement de fonction, de la formation changement de fonction des JLD. Elle était de 3 heures l'année dernière, elle va être augmentée à 1 journée complète là cette année. Et nous construisons aussi, nous apprêtons à mettre en ligne des outils spécifiques à destination des JLD, à la fois sur le CJPM, mais plus largement sur la justice pénale des mineurs. Il y a déjà des outils qui existent à destination des JLD, mais qui peuvent être un peu perdus dans la masse des outils qu'on a mis en ligne. Et on en a en plus créé des spécifiques à leur destination. Ce qu'on constate, les remontées qui nous sont faites, notamment dans les grandes juridictions, c'est que les JLD, le parquet n'a pas l'impression nécessairement de requérir plus de placements en détention provisoire qu'avant, mais par contre, ces réquisitions sont plus largement suivies par les JLD qu'elles ne l'étaient auparavant par les juges des enfants sous l'empire de l'ordonnance de 45. Et que le fait qu'il n'y ait pas ce filtre du juge des enfants, fait qu'on peut aller plus facilement sur des placements en détention provisoire. Donc c'est ça que nous interrogeons à la fois dans la construction d'outils spécifiques à destination des JLD et avec l'ENM dans le cadre de la formation à cette spécialisation mineure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'évolution de l'incarcération des mineurs. S'agissant maintenant de la prise en charge éducative et à la fois des constats et puis des défis auxquels est confrontée la protection judiciaire de la jeunesse. Alors d'abord sur les mesures d'investigation éducative, qu'on soit en RRSE, recueil de renseignements socio-éducatifs, ou en mesures judiciaires d'investigation éducative. On pouvait s'attendre à ce que ces mesures soient beaucoup plus prononcées qu'avant, d'abord parce que le RRSE a été généralisé, y compris au COPJ, et ensuite parce que la MJE a été rendue obligatoire dans le cadre de l'instruction.
c'est pas quelque chose qu'on constate. Le nombre de ces mesures prononcées est plutôt stable, voire même en baisse. Voilà, donc une des explications qu'on a par rapport au RRSE et qui nous sont remontées, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de juridictions, et pas seulement des grosses juridictions, aussi des moyennes, voire des petites juridictions, qui bénéficiaient déjà de RRSE dans le cadre des COPJ mises en examen sous l'empire de l'ordonnance de 45, donc qui n'ont pas eu à se réorganiser, enfin voilà, et qui fait que ça n'a pas abouti à un nombre de RRSE beaucoup plus important. Et en ce qui concerne les MJE, alors oui, il y a beaucoup plus de MJE prononcés à l'instruction, de fait, puisque parmi le nombre de MJE prononcés, 57% aujourd'hui sont des MJE qui proviennent de l'instruction. Voilà, mais ce qui veut dire que parallèlement, les MJE prononcés par les juges des enfants au pénal, hein, bien sûr, je parle que du pénal, ont fortement diminué. Voilà, alors il y a une question qui nous revient beaucoup en ce moment concernant les MJE prononcés à l'instruction à l'égard des personnes qui sont majeures de plus de 21 ans. Vous savez que ça se pose de plus en plus avec la question de l'allongement des délais de prescription en matière sexuelle. Mais donc c'est des personnes qui ont commis des faits en étant mineures, mais qui au moment des poursuites et de l'ouverture de l'information judiciaire sont âgées de plus de 21 ans. On a des exemples de personnes de 30 ans qui du coup se sont retrouvées sous MJE parce que c'était obligatoire, avec à la fois des difficultés de compétences pour la PJJ et même pour le SAH qui n'a des arrêtés d'autorisation que jusqu'à 21 ans, et puis plus largement du sens que ça a de prononcer une MJE à l'égard de ces personnes-là. Et voilà, la MJE, elle est aussi là pour formuler des propositions éducatives, donc à l'égard de ces majeurs, c'est forcément, voilà, ça a forcément beaucoup moins de sens. Donc nous réfléchissons à une modification législative du texte qui limiterait le caractère obligatoire des MJE jusqu'aux 21 ans de la personne et qui le rendrait seulement facultatif après. En ce qui concerne donc le recours à la mesure éducative judiciaire, qu'elle soit provisoire ou à titre de sanction, donc comme on l'a dit tout à l'heure, elle est évidemment très largement prononcée puisque c'est la seule mesure éducative de suivi éducatif qui existe. Ce qui nous a surpris, c'est que il y a beaucoup de mesures qui sont prononcées avec module, et il y a finalement peu de mesures qui sont prononcées sans module, puisque seulement 1/3 des mesures sont prononcées sans module, donc les 2/3 avec des modules, alors que voilà, il avait été rappelé que la question de la santé, la question de l'insertion, la question du rapport aux faits évidemment était travaillée dans ce qu'on appelle le socle commun de la mesure, donc la mesure sans module, et que l'utilisation de modules, c'était vraiment quand on voulait mobiliser une ressource particulière, une des modalités du module. Donc on fait du module d'insertion quand on veut faire de l'accueil de jour, du placement en internat scolaire, on fait du module de santé quand on veut orienter le mineur vers voilà, un professionnel de santé en particulier. On se rend compte que les modules sont quand même prononcés assez majoritairement et sans forcément activer de modalités particulières, puisqu'on a une proportion très importante de modules qui sont vides, qui sont sans modalité, donc des modules d'insertion sans accueil de jour, placement en internat scolaire, voire même des modules de réparation. Alors ça, c'est un peu plus étonnant. On pense que en fait, voilà, les magistrats savent pas ont pas forcément le réflexe de savoir que quand on fait un module de réparation, on choisit une réparation directe, indirecte ou une médiation. Mais en tout cas, on se retrouve avec un nombre de modules vides assez important. En ce qui concerne les obligations, alors de la mesure éducative judiciaire, ça peut être prononcé qu'à titre de sanction. Il y a extrêmement peu de prononcés d'obligations. En ce qui concerne les interdictions, qui peuvent être prononcées en phase provisoire ou post-sententielle, elles sont prononcées dans 12% des cas. C'est pas un chiffre très important, mais malgré tout, voilà, ça fait sens, puisqu'il y a quand même 12% des mesures avec des interdictions prononcées. Et puis, un des principaux défis auxquels est confrontée la PJJ aujourd'hui, c'est d'adapter la prise en charge éducative aux échéances judiciaires et particulièrement à l'échéance entre le déferment et l'audience d'examen de la culpabilité, la première audience, qui est évidemment une période relativement courte. Donc
donc comprise entre 10 jours et 3 mois. Et c'est vrai que ça amène les services éducatifs à la fois à questionner le sens de ces mesures courtes, à modifier leurs pratiques et à devoir se réorganiser dans tous les domaines, à la fois pour le placement, qui était habituellement ordonné pour une durée de 6 mois, qui là se retrouve avec une durée beaucoup plus courte, notamment dans les placements en CEF, où c'est vrai qu'on était sur un séquençage de 6 mois de la prise en charge, donc qui n'est plus effectif dans ces cas-là. Et puis un double effet qui est que bien souvent, lorsque le placement est prononcé sur déferment, il est à nouveau prononcé dans le cadre de la période de mise à l'épreuve éducative et que finalement, on se retrouve avec un placement plus long que les 6 mois qu'il pouvait y avoir avant, puisqu'il y a les 2 mois de période pré-culpabilité, puis les 6 mois de période de mise à l'épreuve éducative, donc un temps de placement plus long au final. En milieu ouvert, la question se pose évidemment aussi, puisque il faut avoir pu réaliser quand même un début de travail éducatif pour pouvoir, en vue de l'audience unique ou de l'audience d'examen de la culpabilité, notamment d'évaluation, souvent en quelques semaines, d'avoir pu rendre un rapport éducatif et puis de retranscrire ce travail éducatif à l'audience. Et puis enfin, évidemment, pour les détentions provisoires qui sont limitées à 1 mois, et qui nécessite quasiment, dès l'arrivée du mineur en détention, de commencer à préparer la sortie. Voilà, et qui, là encore, conduit à des changements de pratique. Je précise quand même qu'il y a beaucoup de juridictions qui ont pris l'engagement de ne pas convoquer avant un certain délai en audience d'examen de la culpabilité ou unique et de laisser un délai de 5-6 semaines, voire 2 mois, quand elles le peuvent, pour laisser quand même, quand il y a eu un déferment, pour laisser du temps au travail éducatif. Quelques mots de conclusion sur les perspectives actuelles avant de vous laisser la parole. On ne peut pas conclure sans évidemment parler de Cassiopée, qui est donc la principale préoccupation lorsque nous nous déplaçons et qui, nous savons les difficultés que vous avez pu rencontrer, que les juridictions ont pu rencontrer sur l'utilisation de Cassiopée. On a mis à jour 150 trames qui sont sur l'intranet, mais parmi ces 150 trames, 30 sont fusionnables dans Cassiopée. Donc c'est évidemment le sujet de préoccupation principale, de pouvoir mettre à disposition de façon, dans l'éditique Cassiopée, donc toutes ces trames. Donc ça, c'est la première demande qui souvent émane lorsque nous nous déplaçons. Et ce que nous pouvons vous indiquer, c'est que on a constitué des équipes donc pour répondre de façon opérationnelle donc aux questions qui se posent, et donc on participe à cette équipe, le bureau de la DSJ qui est dédié à Cassiopée. Donc c'est une maigre consolation, mais en tout cas ça nous permet quand même à la fois de régler des questions très pratiques sur ne serait-ce que l'utilisation des trames, parce que tout n'est pas très intuitif dans cette utilisation, et aussi parfois de reprioriser. Alors évidemment, reprioriser, ça veut dire déprioriser, donc c'est toute la difficulté que nous avons. Cassiopée est un logiciel qui n'est pas facile à faire évoluer, et chaque évolution est très compliquée, prend du temps, et peut même avoir des incidences parfois sur la structure générale. Donc mais on sait évidemment que c'est un point d'attention, en particulier pour les greffes. Et très souvent, lorsqu'on se déplace, on constate que il y a beaucoup de difficultés, voire de découragement parfois dans l'utilisation de ces trames. Donc c'est vraiment notre point d'attention et notre souci de pouvoir répondre, donner des modes opératoires. Alors on l'a fait pour une question qui nous a évidemment beaucoup occupé, qui est au cœur de la réforme, c'est celle de la disjonction. Nous avons, on pourra rentrer dans le détail si vous le voulez, mais en tout cas on a pu prévoir une modalité de façon à pouvoir calculer donc le nombre de disjonctions et
donner un mode opératoire pour pouvoir avoir une période transitoire avant que cette possibilité de disjonction soit intégrée en tant que telle dans Cassiopée. Et voilà, ça fait partie de nos préoccupations. L'autre préoccupation, c'est le CJPM, c'est un code vivant. Depuis sa première édition, il a déjà beaucoup évolué. Il a intégré des évolutions qui étaient contenues dans la loi Confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 et dans la loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure du 24 janvier. On a pu introduire la possibilité pour le juge des enfants de délivrer des mandats entre le déferment et la première audience, la possibilité de solliciter un débat différé devant le JLD en cas de déferment aux fins d'audience unique ou en cas de révocation d'une mesure de sûreté avant l'audience d'examen de culpabilité. Nous avions introduit le JLD au moment des débats devant l'Assemblée nationale et en tout cas ce débat différé pour la période avant culpa n'avait pas été prévu, donc on a réparé cet oubli dans le texte, et ce, de façon à pouvoir rechercher des propositions alternatives à la détention pendant cette période-là. On a également introduit le mécanisme de l'examen d'une demande de mise en liberté par la Chambre des mineurs dans l'hypothèse où le JLD ne statue pas dans les 5 jours. En tout cas, voilà, on a pu introduire déjà des dispositions qui étaient nécessaires. Donc le texte a déjà évolué et par ailleurs, nous souhaiterions, au bout d'1 an du CJPM, tenir compte à la fois des nécessités de mise en cohérence ou d'adaptation de procédures qui sont induites par certains changements, et aussi réfléchir à une mise au point procédurale avec des ajustements un peu plus structurels, et en particulier sur la question de la notion d'antécédent éducatif, alors qui se pose et qui pourrait appeler en tout cas à des discussions. Donc ça, c'est un chantier qui est devant nous, mais nous sommes soucieux de pouvoir bénéficier en tout cas des chantiers qui seront ouverts par les États généraux de la justice pour pouvoir introduire cette mise au point à la fois procédurale et peut-être si on peut avancer sur ce point-là, sur d'autres discussions plus des ajustements, je dirais, plus structurels qui se posent et qui sont fréquemment abordés dans les groupes de travail. Donc la question du rapport éducatif de moins d'1 an, la question du dessaisissement avant l'audience de culpabilité, qui est aussi un sujet qui a été posé par certaines juridictions et qui serait nécessaire, et également le sujet qu'a abordé tout à l'heure Magali sur le fait de plus rendre obligatoire à l'instruction la MJ pour les plus de 21 ans, qui n'a pas véritablement de sens au plan éducatif et qui permettrait de recentrer les MJ sur les mineurs qui pourront bénéficier d'une proposition éducative. Donc voilà pour ce qui concerne nos perspectives, et donc nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions avec un micro. Bien, je pense qu'effectivement des questions il y en a, on en a déjà eu le pressentiment. Juste le dernier point sur Cassiopée. C'est une fonction, il faudrait qu'on ait un historique. C'est devenu encore plus compliqué qu'avant de refaire l'historique du mineur. Pour un mineur qui a plusieurs procédures, qui est déféré, qui a un dossier qui est prévu en audience culpable qui est déféré, qui part en DP, de regroupement. Maintenant, les dossiers sur Cassiopée apparaissent jugés alors qu'il n'y a eu qu'une audience de culpa. On ne sait pas s'il a été jugé, s'il est passé en culpa uniquement ou s'il est jugé complètement. Enfin, moi, je pense que ce serait important que l'informatique nous permette d'avoir une facilité à lire le parcours du mineur, quand est-ce qu'il est venu au tribunal, quelles sont les mesures qui ont été prises, etc. Un historique, quoi, comme il y avait autrefois dans Winners. Oui, juste sur les petites modifications législatives, donc vous évoquez l'AMJ pour les majeurs. La question se pose aussi, lorsqu'on n'est pas à l'instruction, sur les ouvertures de période de mise à l'épreuve pour des gens de 35 ans. C'est vrai que la question peut se poser quand même de les juger en audience unique quand ils sont quand même très... Enfin, le sens d'une mise à l'épreuve, là, pour certains, c'est quand même complexe. Donc je pense que c'est pas seulement sur la question de l'AMJ, c'est effectivement l'adaptation de cette procédure qui est quand même faite pour des mineurs et pas, ou pour des jeunes majeurs. Mais quand on est pour ces procédures d'agression sexuelle, on s'est déjà retrouvé un peu à trouver peu de sens y compris la mise à l'épreuve.
Première chose. Et sur la période de préculpabilité aussi que vous évoquiez pour le dessaisissement, il y a aussi toute la question des modifications de date d'audience pendant la période de préculpabilité qui s'est posée, notamment lorsque il y a une première audience qui est prononcée, qui est un premier envoi sur une culpabilité chambre du conseil, que le mineur réitère des faits, qu'il est déféré, qu'éventuellement il est renvoyé devant le tribunal pour enfants, ou qu'il est placé sous contrôle judiciaire et que le contrôle judiciaire est révoqué, qu'il est placé en détention provisoire. Il y a beaucoup de questionnements autour de qui fait quoi, comment et quelles possibilités pour finalement que les différentes audiences de culpabilité puissent se faire à la même, enfin que ces différents dossiers puissent être évoqués à la même audience et au TPE s'il y a une convocation en chambre du conseil. Donc c'est vrai que toute la souplesse qui a été mise en place sur la période de mise à l'épreuve, finalement on l'a pas de manière, les choses sont beaucoup plus complexes, voire floues sur la période avant la culpabilité, et il me semble que ça fait partie quand même des choses qu'il faudrait peut-être clarifier. En tout cas, donner des éléments de réponse, et on ne sait pas non plus qui fait quoi entre le parquet et le siège. Enfin, d'ailleurs, personne n'est vraiment habilité pour faire quelque chose, et donc on interprète tous comme on peut sur cette période. Alors, donc je voulais savoir, est-ce qu'un bilan a été fait du déferment devant le parquet, de cette phase nouvelle, parce que bon, j'ai entendu certains parquets s'en plaindre, disant que c'était chronophage, que ça conduisait ensuite. Alors, et les juges des enfants dans les grands tribunaux également. On t'entend pas. Je parle devant. Voilà, c'est bien. Et les tribunaux, donc les juges des enfants dans les gros tribunaux. Alors c'est vraiment une galère. Ça marche pas. Se plaignant, donc du coup ça conduisait ensuite à des ferments très tardifs devant le juge des enfants. À l'inverse, certains parquets trouvaient intéressant de pouvoir avoir tout le monde. Donc est-ce que voilà, ça a été, vous avez fait une évaluation à l'occasion de vos tournées sur le bilan de cette nouveauté? Alors, on l'aborde dans le groupe de travail magistrat du parquet, on pose aussi la question lors de nos déplacements. Le sentiment que j'ai, mais Magali pourra aussi compléter, c'est que dans la plupart des parquets, c'est une notification. En réalité, c'est une notification de charge. Donc, j'ai pas le sentiment, au première remontée qu'on a, que c'est ça qui retarde la procédure et que ça prend énormément de temps. Il y en a qui vraiment considèrent, et notamment dans un... Alors, il y a certaines juridictions qui ont même créé des salles de déferment pour le parquet au sein du dépôt, de façon à ce que les civilement responsables soient reçus en même temps. Dans d'autres juridictions, les civilement responsables ne sont même pas reçus au moment du déferment et sont vus ensuite par le délégué du procureur qui leur notifie, ou par un officier du dépôt pour leur notifier la date de convocation. Donc c'est très variable, mais globalement, on est sur voilà, davantage une notification qu'un déferment qui irait un peu plus loin en tout cas l'échange avec le parquet, et d'autre part, de façon quasiment, en tout cas majoritaire, le parquet n'attend pas d'avoir le rapport de l'UEAT pour procéder au déferment. Et donc, parfois, il y a un échange avec l'éducateur pour donner l'orientation, où le procureur évoque donc quelles sont les réquisitions, et l'UEAT dit s'il y a, ou en tout cas le service, l'APAT indique quelles sont les recherches en cours, est-ce qu'il y a un placement, etc. Mais vraiment dans la grande majorité des cas, le parquet n'est pas en position de URRSE au moment du déferment. Alors, du coup, ça pose quand même la question de l'intérêt, je veux dire, de déférer tout le monde, parce qu'il faut savoir, pour les parquetiers, ça veut dire aussi aller récupérer les parents, aller récupérer l'avocat qui est pris par ailleurs, aller récupérer les services de la PJ, finalement, pour quelle plus-value? Aucune. Si c'est juste pour notifier la convocation aux jeunes, voilà, ça mérite de s'interroger, à mon avis, sur le sens de ce déferment devant le parquet. Sachant qu'ensuite ils seront vus par le juge des enfants ou par le JLD.
Il y a quand même beaucoup de parquets qui nous ont fait remonter leur intérêt d'un déferment devant eux dans le cadre de la connaissance du mineur, du suivi du mineur. Il y a même pas mal de parquets qui étaient très réticents à recevoir les représentants légaux au départ parce que c'était pas du tout une habitude au parquet et qui se sont finalement organisés pour pouvoir les recevoir en y trouvant aussi de l'intérêt. La difficulté, c'est la charge effectivement que ça induit pour eux, particulièrement dans les petites juridictions où le parquetier qui s'occupe des mineurs, il fait tellement d'autres choses à la fois qu'il n'est pas forcément disponible au moment où le mineur arrive au tribunal. Donc ça retarde un petit peu effectivement toute la chaîne du déferment ensuite. Mais quand même, moi j'ai le sentiment que les parquetiers sont plutôt satisfaits de l'idée de se faire présenter le mineur. Il y a même des parquets qui ont mis en place des déferments sans forcément que derrière il y ait de présentation devant le juge des enfants ou devant le JLD, notamment quand on a des COPJ qui sont très irrégulières avec des parquets qui n'arrivent pas à résoudre ces irrégularités et qui du coup font le choix de se faire présenter le mineur pour être sûr de remettre une convocation en bonne et due forme. Il y a aussi des parquets, on l'a mis d'ailleurs en ligne, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais qui ont fait des vade-mecum. Enfin, en tout cas, oui, pour rebondir sur ce que dit Mehdi Ali, pas tant sur le déferment en tant que tel, mais sur la procédure et la place qui leur est réservée, en tout cas au sein du groupe de travail parquet des mineurs, ils ont montré beaucoup d'intérêt. Et donc, un des parquets a fait un vade-mecum pour tous les parquets, tous leurs collègues qui tournent sur la permanence mineure le week-end, de façon à faire connaître la procédure, faire connaître les spécificités. Donc ça nous paraît une bonne chose. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on aimerait à terme avoir pour les JLD, même si tout le monde est habilité, d'avoir quand même un pôle un peu plus spécialisé qui va ensuite essaimer auprès des autres collègues. Ouais, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, a priori vous ne m'entendez pas. Oui, donc moi je suis à Rouen, donc je suis dans une juridiction de taille plutôt moyenne. Le recul là qu'on a, c'est que moi je trouve que de fait on a quand même moins de déferments et qu'ils sont, de mon point de vue, plus justifiés. Et je pense que cette phase en fait de passage obligatoire devant le procureur, qui est, même si ça te prend finalement 5 minutes, comme quand tout le monde est prêt, faut quand même réussir à les caser ces 5 minutes-là. Et je pense que du coup le parquet s'interroge davantage qu'avant sur c'est quoi la nécessité du déferment, et que du coup les déferments sont a priori plutôt justifiés. En revanche, la phase parquet, elle vient rallonger un processus de déferment qui est en tout cas qui dans notre juridiction est déjà extrêmement long, et même si le temps de passage devant le parquetier en lui-même il dure 5 minutes, le temps que le parquetier soit prêt, le week-end, qu'on ait le greffier, que l'avocat qui est de permanence aussi ailleurs soit dispo, etc. Des fois on nous annonce un déferment à 14h et à 18h on n'a pas commencé. Je veux dire, ça reste quand même une étape supplémentaire où tous les acteurs doivent être présents, et du coup ça rallonge quand même d'autant ce processus qui est quand même déjà un petit peu lourd en lui-même. Bonjour, donc moi je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse de Paris. Marche. J'aurais une question sur côté PJJ. Nous on constate une augmentation du nombre d'audiences, un temps passé par les éducateurs en audience très très important. Alors audience et puis tout le temps forcément d'attente aussi au tribunal qui nous interroge, avec des mineurs parfois présentés en audience 1, 2, 3 fois dans des délais très très courts. Et voilà, j'aimerais savoir quelle est la réflexion à ce sujet-là, sachant que comme la procédure s'accélère, on a le sentiment d'un temps éducatif et d'un temps dédié à l'accompagnement qui se réduit du fait d'un temps passé aux audiences et puis de préparation aux audiences et d'écrit qui augmente de manière très très importante. Voilà, et qui nous pose question dans ce que vous avez pu évoquer,
ce que ça implique dans la réorganisation du travail et des pratiques pour la PJJ. Et je précise bien qu'on ne va pas systématiquement non plus à toutes les audiences de culpabilité parce que ça serait pas possible. Mais malgré ça, voilà, c'était surtout la question du côté PJJ. Alors, constat ou sentiment d'une augmentation du temps passé en audience, des audiences, des mineurs convoqués de manière, voilà, sur un mois, 2-3 fois, sur des audiences avec la question du sens, et du coup, voilà, une procédure qui s'accélère et un temps éducatif réduit du fait d'un temps passé en audience et un temps d'attente aussi, avant audience, plus important pour les éducateurs. Donc, la question de la réflexion sur ce sujet-là, et est-ce que c'était quelque chose qui vous était remonté au-delà de... voilà, moi j'ai la vue de ce qui se passe sur Paris, hein, bien évidemment, et pas au national. Alors oui, c'est effectivement un point qui remonte partout, hein, de toutes les interrégions de la PJJ, à la fois les deux éléments que vous évoquez, à la fois le temps passé à l'audience et le temps des écrits, de rédaction des écrits. Donc en ce moment, nous conduisons les conférences stratégiques d'orientation avec toutes les directions interrégionales, hein, et à l'automne, nous aurons les dialogues de gestion pour l'allocation des moyens, en particulier du milieu ouvert, et c'est un point sur lequel nous sommes très attentifs. On savait que la réforme aurait un impact important sur le milieu ouvert. Notre souhait, c'est de pouvoir chiffrer vraiment quelle est cette augmentation. Par exemple, comme le disait tout à l'heure Magali, on s'attendait à une plus forte augmentation des MJ et des RRSE, ce n'est pas le cas. En revanche, voilà, il y a effectivement ce que vous nous dites là, c'est commun à toute la France sur le temps passé à l'audience et le temps dédié au rapport. Donc ça, c'est effectivement, à la fois on a une réflexion sur le calcul du temps éducatif par mesure, de façon à prévoir bien tous les temps, et notamment cette phase, par exemple, d'attente, qui doit aussi être comptabilisée, le temps consacré au rapport, le temps consacré aussi au courriel, puisque ça fait aussi partie maintenant d'une nouvelle façon de travailler au plan éducatif. Donc ça, on est en train de le mesurer de façon à pouvoir calculer les moyens nécessaires, et en particulier à l'approche de ce qu'on appelle le quinquennal, qui est donc l'allocation des moyens pour les 5 ans à venir. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on souhaite mesurer et valoriser dans les allocations de moyens. Alors peut-être Magali, si tu as des retours des visites en juridiction sur ce point-là. La question des mineurs qui peuvent être convoqués plusieurs fois en audience lors d'un même mois, peut-être que cette question, elle est un peu plus spécifique à Paris. C'est vrai que quand même, ce qui est préconisé par le CJPM, c'est des regroupements d'audience, y compris pour la première audience. Et il y a quand même beaucoup de juridictions où ça fonctionne bien, où le parquet joue le jeu et où les regroupements d'audience se font. Donc on évite quand même pour les mineurs multi-réitérants de les voir en audience de culpa 3 fois dans le mois, comme ça pouvait être le cas en mise en examen sous l'empire de l'ordonnance de 45. Il y a également une question qui peut être posée de l'heure des convocations à l'audience. C'est vrai qu'avec Pilote, il y a beaucoup de juridictions, alors je ne sais pas si ça vient du logiciel ou pas, mais qui convoquent tout le monde à la même heure, et du coup des mineurs qui peuvent attendre, et des mineurs des services éducatifs, enfin des familles qui peuvent attendre de très nombreuses heures avant de passer. Il y a des juridictions qui arrivent à faire des convocations échelonnées, donc voilà, je ne sais pas si c'est une question qui vient de Pilote ou si on reprend à la main derrière pour mettre des horaires, mais en tout cas il y en a qui y arrivent bien. Je suis des enfants à Marseille. Je ne sais pas si ça marche pas. Non. À Marseille, donc concernant les audiences de culpa, on a des tranches horaires. On a des dossiers à 9h, des dossiers à 10h30. Normalement 3 ou 4 dossiers aux mineurs. C'est un peu dépassé en ce moment puisqu'il y a les vacations qui arrivent. Je voulais dire un mot sur les mesures éducatives. Sur la question de savoir s'il faut mettre des modules ou pas. Tout le monde hésite et patauge, y compris à la PJJ, pour nous dire si oui ou non il est utile de mettre un module. Même l'UAT hésite. Par exemple, pour les mineurs très nombreux qui ont des consommations de cannabis importantes, certains nous disent qu'il faut absolument ajouter le module santé pour être sûr que le service éducatif se préoccupera de la question.
Et d'autres disent non, ça fait partie du socle commun. Pour l'insertion, c'est pareil, tous les mineurs déscolarisés. Donc on a interpellé à plusieurs reprises la PJJ, les directions qui ne savent pas. Donc on est tous dans l'hésitation, ce serait bien qu'il y ait des choses précises qui soient établies. Concernant les MJE, moi ça m'inquiète de voir, je constate, la baisse des MJE ordonnée par les juges des enfants. Je crois que c'est un petit peu la question de la paperasse. Quand on a la première audience culpa, voilà, il y a déjà toute la question de la mesure, on notifie, on fait signer, il y a le mot du machin, etc. De rajouter une MJE, ça ne fait pas souvent proposé dans les RLSE, et je crois que les enfants perdent un peu l'idée que ce serait utile qu'il y ait des MJE. Donc moi je pense que c'est quand même assez inquiétant, c'est important cette mesure. Je voulais dire un mot aussi sur les mineurs incarcérés. À Marseille, je m'occupe donc de l'application des peines pour les mineurs qui sont à l'EPM de la Valentine et pour les filles qui sont au quartier des mineurs des Baumettes. Donc on a toujours un taux très élevé de détention provisoire. Par exemple, au Baumettes, actuellement, il y a 3 jours, on a fait le point. Chez les jeunes filles, elles sont 11. Dans ce quartier, il y a 10 cellules, en fait, elles sont 11. Il y en a une qui est condamnée. Les 10 autres sont en détention provisoire, 5 au criminel et 5 en correctionnel. Pour ceux qui sont alors, à l'EPM, c'est durées de détention qui sont très brèves, et c'est quand même la majorité des cas. Ça nous encombre la commission d'application des peines sur des réductions supplémentaires de peine de 7 jours, de 14 jours. On doit faire des décisions de libération sous contrainte de non-lieu pour des reliquats de 4 semaines, donc on doit faire beaucoup de papiers pour rien. La PJ doit faire des rapports. Et surtout, les intervenants donc, en EPM, et on sait qu'il y a des moyens très conséquents financiers, notamment sur le plan de la scolarité, des soins éducatifs, c'est très compliqué pour les professionnels de savoir quel travail faire, notamment au niveau scolaire. Tout ce pôle scolaire formidable qu'on a, ils disent mais le jeune il entre pour 3 semaines, dans la moitié des cas il est remis en liberté à l'audience. Je pense que les JLD ils mettent peut-être un peu plus en détention parce qu'ils savent que le TPE va voir rapidement le mineur. Donc ça pose la question quand même du sens de l'incarcération et des moyens qui sont mis en œuvre dans les EPM en particulier. Vas-y Alice, je crois que ça marche pas. Il y a aussi des questions un peu plus haut. C'est pas une question. Allez, qui est-ce qui a pas parlé? Merci. Bon, ça marche vraiment plus. Je sais pas, oui, alors je vais parler plus fort, mais ça. Il faut vraiment l'approcher de la bouche très fort. Là, je le prends. Je suis navrée. Mais... Non, mais même là, pratiquement, ça marche pas. C'est enregistré parce que les gens sont d'accord. Ils ont signé un document, ils sont d'accord. On a un autre. Alors, celui-là, il marche. Oui, alors, oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette procédure pour savoir comment ça se passe pour le parquet. Ah, pardon, Pascal Poussin, avocate. Donc, petit incident. Bon. Oui, donc là, on se demande comment ça se passe pour les parquetiers, comment ça se passe pour les juges, comment ça se passe pour les avocats. On n'a pas beaucoup parlé de comment ça se passait pour les mineurs. Il se trouve que nous, les mineurs, on les récupère au moment du déferment. Ils ont déjà passé 24 heures en garde à vue. La première question qu'ils nous posent quand on leur demande est-ce que vous avez également... On leur explique la procédure et on leur dit est-ce que vous avez une question, la question qu'ils vont poser tout au long du processus, ça va être quand est-ce que je sors. Or, il va falloir leur expliquer qu'ils vont voir un parquetier. Bon, nous, on est à Paris, encore en plus, la complication des escortes, c'est-à-dire qu'ils doivent redescendre et puis ils doivent remonter, puis en bas, ils voient un éducateur et puis ils remontent. Bon, bref, donc ça prend de toute façon la journée avec tous ces temps d'attente qui sont assez compliqués. Donc déjà, c'est difficile. On leur dit, vous allez voir le parquet. Le parquet leur dit, bon, bah écoutez, vous allez être convoqué tel jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui, je suis d'accord. Est-ce que je sors? Non, je sors pas. Il redescend au dépôt et puis il voit le juge des enfants. Et le juge des enfants, lui explique, voilà pourquoi il est convoqué une nouvelle fois. Il va sortir et puis il aura l'audience de sanction, de culpa. Donc c'est assez difficile. Alors, pour lui, c'est la 3e audience. Hein.
Donc l'audience de culpa, il dit bah oui, c'est bon, je suis d'accord ou je suis pas d'accord sur les faits, bon bref, et puis il pense qu'il en a terminé, et puis il va voir l'audience de sanction. Et là, franchement, on l'a perdu, hein, au bout d'un moment, le mineur. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de statistiques, là, vous faites remonter des statistiques sur les parquets, sur les juges, sur les avocats, quid des mineurs? Qu'est-ce qu'ils comprennent à cette procédure? C'est assez difficile. Et quand, en plus, par-dessus tout ça, nous on les prépare pour une audience de culpa, et que 2 minutes avant l'audience, voire pendant l'audience, on nous dit finalement on va tout prendre et puis on parle de la sanction, et nous on n'a pas du tout préparé sur la peine et la sanction, alors là ça rend quand même les choses sur le sens de cette procédure et le sens pour le jeune de la procédure qui interroge quand même. Alors le seul intérêt, c'est que c'est vrai que ça va plus vite, au moins il se souvient des faits pour lesquels il est jugé, mais au bout de la 4e sanction, de la 4e audience, en fait il ne sait même plus si c'est vraiment pour ces faits-là. On lui demande pourquoi, il dit non, je sais plus. Ah ben non, ça j'ai déjà été jugé pour ça. Je voulais juste réagir parce que j'ai un avis un peu divergent, encore une fois, avec la faible expérience qu'on a tous dans le domaine, mais pour le coup, moi, pour avoir juste avant de venir vous voir, moi, je suis très agréablement surpris en fait de découvrir que les mineurs maintenant ils comprennent de quoi on leur parle. C'est-à-dire que moi j'ai déjà été jugée pour ça. Moi ça fait 10 ans que j'entends ça dans l'ordonnance de 45. C'est-à-dire que un mineur qui comprenait ce que c'était qu'une mise en examen. Alors je dois pas être très bonne en explication, mais moi j'en avais pas beaucoup. Or là en défermant le gamin de lui dire bah voilà pour les faits pour lesquels t'es déféré tu vas être jugé. J'en sais rien moi 3 août et là on se voit pour savoir ce qui va se passer pour toi entre aujourd'hui et le 3 août. Enfin, pour moi c'est hyper clair pour eux, et de la même manière que la culpabilité c'est à ce stade-là, la sanction ce sera dans quelques mois. Moi j'ai l'impression qu'ils comprennent vraiment. Après par rapport à ce que vous disiez sur effectivement l'audience unique à l'initiative du juge des enfants, là c'est pareil, on est tous en train de faire nos armes, hein. Effectivement, moi j'ai bien vu sur les fois où je l'ai proposé, sur les premières fois où je l'ai proposé, que ça mettait du coup tout le monde un petit peu en panique parce que personne l'avait envisagé comme ça. C'est vrai que là, moi comme c'est une pratique que j'ai tendance effectivement à utiliser, je sais pas si je suis dans les pourcentages nationaux, mais effectivement sur les primos, sur ceux qui sont déjà devenus majeurs, etc. C'est un peu plus rentré dans les pratiques. Il m'est arrivé de l'évoquer quand j'ai le temps, souvent, et de voir mes dossiers un peu à l'avance, de pourquoi pas envoyer un mail à l'avocat en disant bah voilà, dans ce dossier-là, peut-être qu'on pourrait envisager une audience unique pour qu'il ait le temps de le préparer. Il y a des avocats qui sont déjà venus vers moi en amont en disant voilà, vous allez revoir tel mineur auquel vous avez soldé tous ces dossiers d'ordonnance de 45. Il est pareil à l'instruction. Est-ce que vous envisageriez une audience unique pour son refus d'obtempérer? Enfin voilà, je pense qu'on est tous en train d'apprendre aussi sur le tas, et il est évident, à mon sens, que ça doit faire l'objet d'un débat contradictoire pendant l'audience. Moi j'ai déjà même aussi proposé une courte suspension de manière à ce que l'avocat puisse s'entretenir tranquillement avec son client et éventuellement les civilement responsables sans que moi je sois présente. Mais en tout cas, à mon sens, la nouvelle procédure est plus claire pour les mineurs que ne l'était celle de l'ordonnance de 45. On va peut-être répondre sur ces questions. Donc peut-être d'abord sur les modules vides ou modules avec modalité. Alors on n'a peut-être pas été effectivement suffisamment clair, et surtout si j'entends que y compris les services de la PJJ sont un peu perdus par rapport à ça, je pense qu'effectivement il va falloir peut-être mieux clarifier les choses. La position de la direction de la PJJ sur cette question-là, c'est qu'en principe, les modules doivent venir avec des modalités, et en particulier en ce qui concerne la santé et l'insertion, c'est des choses qui se travaillent dans le cadre du milieu ouvert socle. Le milieu ouvert socle, c'est la MEJ, et on n'a pas besoin de mettre un module insertion pour rechercher un lieu de scolarité ou de formation pour un mineur. Donc ça, je pense que c'est effectivement quelque chose sans doute qu'on doit rappeler. Et au départ, effectivement, on a vu beaucoup de modules prononcés sans modalité, et en particulier, c'est
une des collègues qui nous le faisait remonter la semaine dernière dans un magistrat coordonnateur en disant sur l'insertion, voilà, souvent les modules d'insertion sont prononcés. Alors ce module d'insertion a une petite particularité puisque c'est le seul dans la loi qui prévoit qui détaille les mesures, les 3 modalités qui peuvent être prononcées et qui dit aussi qu'il peut, enfin en tout cas c'est écrit en tant que tel, qui peut être prononcé sans modalité fine. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour les 3 autres. Et donc en tout cas c'est un point qu'il faut clarifier pour nous au niveau juridique, donc notamment également qui figure dans le texte sur le module insertion. Alors sur l'insertion, on a une mission d'inspection qui a fait un rapport important sur l'insertion à la PJJ et dont on s'est saisi pour faire un plan d'action de façon à remettre la lumière sur ce volet, clarifier l'intervention des UAJ, clarifier aussi les missions d'insertion socio-professionnelle, et donc on avait fait des propositions au précédent cabinet du ministre qui ont été validées et qu'on est en train d'évaluer maintenant, d'expertiser davantage au niveau des moyens RH et financiers, de façon à pouvoir développer les UAJ dans les zones blanches qui n'en disposent pas et par ailleurs renforcer et mettre en place notamment des correspondants insertion dans tous les milieux ouverts de façon à pouvoir avoir à la fois l'accueil pour les mineurs qui n'ont pas de scolarité ou de formation et donc qui ont besoin d'un accueil de façon à ensuite les raccrocher au droit commun, et d'autre part faire le lien entre le milieu ouvert et tous les partenaires qui interviennent en matière d'insertion. Donc ça c'est vraiment un volet important, et donc le message pour être clair qu'on fait passer en la matière, mais peut-être qu'il faut le dire plus clairement ou le redire, c'est qu'on n'a pas besoin d'activer le module insertion pour travailler l'insertion. En revanche, si on veut effectivement une mesure d'accueil de jour ou un placement d'internat ou un placement dans une autre institution, on peut effectivement l'activer. Donc ça c'est un point important. Même chose pour la santé. La santé ne se travaille pas que dans le module santé, et c'est aussi ce qu'on demande au niveau à la fois des directions interrégionales et territoriales de faire passer ce message-là. On a une interrogation à ce jour sur le module placement. Vous savez qu'on aura le 3 octobre les assises du placement, et une des questions qui a été posée, c'est de pouvoir activer le module placement sans modalité particulière, de façon à pouvoir mieux préparer le placement, de passer du placement subi au placement choisi, et mieux articuler avec une commission territoriale d'orientation les choix, les propositions à formuler. Donc ça, là-dessus, c'est pas encore... en tout cas, la direction de la PJ reprécisera une position sur l'utilisation du module placement, mais en l'état, on a aussi constaté que c'est la pratique aussi qui a conduit des juridictions à faire des modules de placement sans modalité particulière. Après, nous, ce qu'on rappelle toujours, c'est que si le placement n'est pas prononcé au moment du prononcé du module, ça conduit à refaire une audience, puisqu'il faut de nouveau entendre le mineur, faire le cadrage et entendre également les représentants légaux. Donc ça nous paraît compliqué en l'état, et en tout cas c'était pas l'orientation de départ qui avait été donnée, de faire du module de placement sans placement. Et on a d'ailleurs répondu là-dessus, puisqu'au départ on avait eu beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'il faut une OPP en plus de module placement, et on avait bien répondu que si toutes les modalités, le lieu, les droits de visite, la durée sont prévus dans le module placement, il n'y a pas besoin de faire une OPP en plus. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont encore au travail dans les états généraux du placement, mais malgré tout, à ce jour, on reste sur le discours de il ne faut prononcer des modules que quand on va ensuite prononcer une modalité particulière, et des modules vides n'ont pas véritablement de sens ni pour le mineur d'ailleurs, ni pour l'éducateur de milieu ouvert qui travaille dans le cadre de la mèche. Donc ça c'est le premier point. Je poursuis peut-être sur les deux autres sujets avant de vous redonner la parole. Ceci, Magali, sur les modules, tu veux préciser sur les mineurs incarcérés.
Donc effectivement, on a ce qu'on vous a présenté tout à l'heure sur l'étude qui a été faite, c'est effectivement on a des très courtes durées de détention. Donc la question c'est aussi comment on intervient en détention, en particulier dans les EPM. Est-ce que ce sont les éducateurs de l'unité arrivant qui doivent suivre le mineur, puisque jusqu'à présent c'est eux qui étaient référents au début, mais là si le mineur reste 3 semaines, évidemment ça change un peu le sens de la prise en charge. Après, on peut quand même se réjouir du raccourcissement de la durée de détention provisoire. Je pense que c'est quand même même si effectivement elle est courte et ça permet pas de construire. En principe, l'objectif, c'est bien de construire un projet de sortie, mais c'est quand même une satisfaction de voir qu'on a une baisse de 25% de la durée de la détention provisoire. Alors certes, c'est prévu par le texte parce qu'elle ne peut pas excéder 1 mois, mais pour autant, c'est quand même voilà, on a des courtes durées, effectivement, et ça, c'est un des indicateurs qu'on a demandé à la DAP, qu'on essaie de calculer pour voir quelle est la proportion, justement, de ces mises à l'écrou très courtes. Mais on a quand même un raccourcissement de la durée de détention. On travaille, alors on avait fait un groupe de travail avec la DAP sur la détention qui associait de nombreux professionnels, à la fois AP, PJJ, Éducation nationale et santé, et donc ils ont produit donc un rapport qu'on va maintenant utiliser pour rapprocher, donc on va regrouper donc les directeurs de PM au niveau administration pénitentiaire et PJ avec voilà, des objectifs de travail qui seront fixés sur la base de ces recommandations, avec l'idée de favoriser notamment, il y a plusieurs objectifs qui sont poursuivis, mais notamment le fait de favoriser le binôme à tous les niveaux de la hiérarchie, et pas uniquement le binôme éducateur-surveillant, mais aussi au niveau de l'encadrement intermédiaire et de la direction. Et par ailleurs, sur la détention, en tout cas en ce qui concerne Marseille, il y a un gros travail déjà qui a été fait par la PJJ sur la réflexion aussi sur la question du binôme, de façon à pouvoir améliorer les choses. Et bien sûr, alors vous posez la question de l'allocation des moyens qui sont très importants en EPM, qui sont beaucoup moins importants en quartier mineur. Ça fait partie aussi des choses que nous avons prévu de voir avec le directeur de l'administration pénitentiaire. Dernier élément de réponse sur le sens pour les mineurs. Je crois que ce que vous avez dit tout à l'heure sur ce que nous avons dit en tout cas sur la transformation de l'audience de culpabilité en audience unique et le sens que ça pouvait avoir, alors même que le mineur avait été préparé dans un sens différent par l'éducateur, rejoint finalement une observation qui avait été faite. Nous avons alors bien sûr on a beaucoup parlé de statistiques, de procédures et de mise en œuvre, mais évidemment le mineur est au cœur, enfin en tout cas c'est l'objectif, est aussi que cette procédure ait un sens. Et nous avons, alors c'est une direction interrégionale, donc Grand Ouest, qui avait rédigé un guide qui s'appelle les clés de l'audience, qui a été fait de façon à pouvoir préparer, enfin en tout cas c'est un outil qui doit permettre à la fois au mineur et à son éducateur de le préparer à l'audience, dans une logique promotion de la santé, acquisition de compétences psychosociales, de façon à pouvoir s'exprimer correctement devant le juge, bien comprendre la procédure, et on a trouvé que c'était un outil qui était remarquable et on doit le diffuser au niveau national, et on a donc prévu donc une impression, donc voilà, donc il sera bientôt diffusé, et à mon sens c'est un outil qui doit aussi permettre d'aller vers ce renforcement du sens pour le mineur, et en tout cas des moyens pour mieux expliciter cette procédure. Bien, on va peut-être passer à la deuxième partie de la matinée en vous remerciant beaucoup pour ce rapport précis, fouillé, cet état des lieux concernant la mise en œuvre du CJPM.